20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour les titres, le franc CFA ralentit le développement de l'Afrique. C'est la position du Front du Salut Public, Montserrat. Selon Malik Noël Seck, cette monnaie met le Sénégal sous domination de la France. Les exposants de la Foire internationale de Dakar déplorent le manque de communication sur la fin de l'événement. Incertain, ils fustigent l'organisation. Et lancement de la première activité du mouvement citoyen Devoir d'agir, les acteurs de la société civile s'activent pour une revalorisation du citoyen. L'actualité internationale sera aussi dans cette édition. Dans un instant, le développement. Et voilà, nous démarrons cette actualité avec comment revaloriser le statut du citoyen. C'est la préoccupation du mouvement Devoir agir. Les acteurs de la société civile veulent rappeler aux citoyens leurs droits et devoirs dans la société. Amadou Sabarba, Léa Niafouna. Écoutez et notez avec attention les conférenciers sur la responsabilité et l'attitude du citoyen à l'égard. L'élément n'est pas encore prêt, nous y reviendrons au cours de cette édition. Le Sénégal est toujours sous la domination de la France avec l'utilisation du franc CFA. C'est la position du secrétaire général du Front du Salut Public, Montserrat. Selon Malik Noël Seck, cette monnaie, au lieu d'unir, divise les Africains et ralentit le développement du continent. Amadou Sabarba, Léa Niafouna. Au trésor public français. C'est-à-dire que quand on a 2 milliards de dollars qui viennent au Sénégal, 1 milliard retourne en France dans un compte pour garantir une fixité de la parité entre le franc CFA et l'euro. Or, il n'y a pas de garantie de fixité puisqu'en 1994, on nous a dévalués. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas respecté leur compte. Malik Noël Seck sera l'invité de cette édition. La FIDAK 2015 tire à sa fin, les exposants toujours incertains par rapport à la date de clôture. Ils déplorent le manque de communication et se disent insatisfaits de l'organisation. Kodoussen et Léa Niafouna sont allés à leur rencontre. Abdou Diop a importé ses articles d'Italie spécialement pour les vendre à cette 24e édition de la Foire internationale de Dakar. Mais sa deuxième participation à cette rencontre internationale des affaires n'a pas été concluante pour ce businessman. Foire ren bi niñ ko gisee mooy par rapport ak bu daaw bi moo gënoon dox daal moo gënoon am mouvement ci la ëppoon aussi pour man publicité bi aussi xaw na des daal parce que bari na ñi nga xamante ni xëy na dégguñu ko léeg-léeg ma laaj ñu nga xam dañ may wax yëguñu ko. Samba Guiro lui aussi affiche une insatisfaction côté affaires. Pratiquement nous roulons à perte, c'est-à-dire nous avons vraiment un défi, nous n'avons pas un retour sur investissement. Tant plus qu'aujourd'hui l'investissement pour nous, elle est vraiment corsée. Et donc malheureusement pour nous aujourd'hui, le premier bilan que nous avons fait, nous avons un bilan vraiment qui est carrément négatif vu le nombre d'affluences qui aujourd'hui, cette année-ci, est vraiment à déplorer. Les exposants fustigent l'organisation de l'événement et dénoncent un manque de communication, principale cause de leur mévente selon eux. On n'a pas noté cette année-ci de journal de la foire à la télévision, malheureusement, c'est à déplorer. Et avant la foire aussi, il n'y a pas eu une campagne médiatique, n'est-ce pas, pour la 24e édition. Ça, c'est à déplorer. Parce que je me rappelle, 4 jours après la foire, dans les bus ou bien dans les grandes places, n'est-ce pas, des gens, quand tu parlais de la foire, ils nous disaient que bah, voilà, elle a commencé quand? Alors que nous avions commencé depuis 4 jours, voire 5 jours. Même pour la date de clôture de cette 24e édition de la foire, c'est la confusion totale. Pour certains, c'est le 27, d'autres parlent d'une prolongation jusqu'au 3 janvier 2016. Interrogée, la direction commerciale n'a pas voulu s'exprimer devant notre caméra. Cependant, une source de la dite direction a souligné que la date officielle de la fermeture de la foire est fixée pour ce 27 décembre 2015. Notre interlocuteur a aussi fait savoir qu'il serait en négociation pour voir si la 24e édition de la FIDAK sera prolongée jusqu'au 3 janvier sur demande des exposants. La ferraille ne marche plus selon les acteurs du secteur. Cela serait dû à l'implication des Chinois dans le marché. Les ferrailleurs demandent aux autorités sénégalaises de nationaliser le secteur. Un reportage de Daouda Sow et Sidi Mohamed Assem.
Des métaux par kilo, voire par tonne. Ces bouts de fer, un peu partout, paraissent sans valeur. Pourtant, ils peuvent valoir jusqu'à plusieurs millions de francs CFA. Ici, c'est le parc de ferraille de Colobane à Dakar. Leur activité était naguère rentable, mais plus maintenant. Pourquoi donc? Les Chinois achetaient la ferraille jusqu'à 195 francs, mais quand les autorités leur ont demandé à combien ils pouvaient acheter la ferraille, ils ont dit 125 francs, payable 21 jours après. Nous les ferrailleurs n'arrivons même pas à en avoir 1 milliard. Cet homme est né et a grandi dans ce commerce. La ferraille est une entreprise pour lui. La ferraille, c'est une entreprise pour nous, mais malheureusement, rien ne marche en ce moment. Dans ce business, à chacun son travail, du collecteur au vendeur, en passant par les jeunes qui détachent la ferraille avec tous les risques encourus. J'arrive difficilement à bien travailler avec des gants car ça me dérange. C'est pour ça que je préfère travailler à main nue même si je me blesse quelquefois. Ces ferrailleurs veulent le monopole du secteur pour assurer eux-mêmes l'exportation, une doléance aux autorités. Le vrai problème des ferrailleurs, c'est le monopole du secteur que l'État a accordé aux Chinois. Nous voulons que les autorités nous laissent le gérer. Ainsi, nous pourrons nous-mêmes exporter la ferraille car nous connaissons le circuit. La vente de ferraille, une activité qui ne nourrit plus son homme selon ses acteurs. Ils souhaitent que le prix du kilogramme de ferraille soit revu à la hausse pour la bonne marche de leurs affaires. Je vous le disais tantôt, comment revaloriser le statut du citoyen, c'est la préoccupation du mouvement Devoir Agir. Les acteurs de la société civile veulent rappeler aux citoyens leurs droits et leurs devoirs envers la société. Amadou Sabarba, Léa Niafouna. Et notez avec attention les conférenciers sur la responsabilité et l'attitude du citoyen à l'égard des autorités du pays. Une leçon retenue, disent-elles. Le premier devoir au Sénégal, c'est le travail. Le second devoir, c'est le respect. Notre pays a 3 besoins: la sécurité, l'indépendance économique, l'indépendance politique. Les conférenciers nous ont enseigné comment on se comporte dans un pays, nos droits et nos devoirs. Le mauvais comportement des dirigeants politiques, la crise des valeurs, le manque de conscience citoyenne, entre autres points, le mouvement citoyen pose le débat. Une façon de sensibiliser le peuple sur ses devoirs. En fait, il y avait toujours 2 soucis où convergeaient toutes les réflexions. C'est la gouvernance et le statut du citoyen. Donc, suite à cela, on s'est dit, pour lancer les activités du mouvement et le faire connaître aux citoyens sénégalais et en même temps profiter de cette occasion pour répondre à certaines questions, à conscientiser aussi nos populations sur le statut, sur l'importance de leur statut. Comme première activité, le mouvement Devoir Agir compte aller dans le Sénégal des profondeurs. Une série de sensibilisations contre tout acte à affaiblir la nation sénégalaise y est prévue. En bref, l'ancien Premier ministre sénégalais Souleymane Ndéné Ndiaye est désigné par l'Union africaine comme chef de sa mission d'observation des élections en République centrafricaine. M. Ndiaye, qui a dirigé le gouvernement sénégalais entre 2009 et 2012, va superviser l'élection présidentielle couplée aux législatives prévue le mercredi 30 décembre 2015. Il a été reçu par les autorités centrafricaines et a eu également un tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères et le président de la Cour constitutionnelle, entouré de plusieurs membres de la dite Cour du pays. Depuis 2013, la République centrafricaine est divisée par une guerre civile entre les milices Séléka et Anti-Balaka. Le roller sport, peu connu, commence à imprimer ses marques en Afrique. Un championnat d'Afrique regroupant une dizaine de pays à Dakar va contribuer à promouvoir le sport sur le continent. Kodoussen.
Le roller, un des sports de glisse qui prend désormais ses marques en Afrique. Une dizaine de pays africains sont présents à Dakar pour participer au championnat d'Afrique de ce sport, une compétition de grande envergure qui a hissé le Sénégal au sommet. Ce qu'on a innové, c'est les championnats de skateboard. Parce que si on ne se trompe pas, les skateurs et les rouleurs sont rentrés aux Jeux olympiques et pour Taïwan, pour Rio, nous allons participer aux Jeux olympiques et nous sommes qualifiés à la Coupe du monde de roller et de skating. Donc pratiquement, nous sommes à notre 8e édition. Au démarrage, les ambitions sont grandes de part et d'autre, comme pour les participants d'un pays comme le Bénin. Le pays veut montrer son expérience et son savoir-faire en course marathon, tout en espérant gagner la partie. Et nous avons fait l'option de participer au marathon parce que nous avons de très grands coureurs. Nous participons en féminin et en homme. Nous sommes, optimistes qu'au bout de ce marathon, nous aurons de très bons résultats pour le pays. Aziz est le gagnant de la partie. Il va représenter le Sénégal aux Jeux olympiques de Taïwan et de Rio en 2020. Je vais m'entraîner jusqu'en 2020 et voir ce qu'on peut faire. D'avoir un espoir sénégalais dans le monde. Pour cette année, de nombreuses innovations ont été apportées pour faire la promotion des disciplines. Ça fait 2 fois qu'on a pris les championnats d'Afrique et on est parti à la Coupe du Monde. On s'est arrêté en demi-finale et vraiment je suis ravi de l'équipe nationale du Sénégal. Présente à la cérémonie de lancement, les autorités ont encouragé ces activités sportives appelées à grandir et à gagner du terrain. Toutes les disciplines sportives à égalité et avec la même considération et surtout les disciplines qui nous valent beaucoup de satisfaction. Et les sports de glisse en fait partie puisqu'ils sont champions d'Afrique à plusieurs reprises. La Coupe d'Afrique du roller est la 8e du genre organisée en Afrique. L'un des grands défis consiste à faire la promotion de ces disciplines peu connues du public. L'actualité internationale nous mène aujourd'hui au Nigeria où Boko Haram a encore frappé le jour de Noël, faisant 14 morts et plusieurs blessés. Au Kenya, 2 policiers sont morts dans une attaque et l'État islamique, pour sa part, menace d'attaquer Israël et l'Arabie saoudite au moment où l'Iran, par la voix de son président, invite à redorer l'image de l'islam ternie par les violences de Daesh et les organisations terroristes au nom de la religion musulmane, suivant le récit de Daouda Sow. Ont été tués par Boko Haram le jour de Noël. Plusieurs autres ont été blessés par des combattants du groupe terroriste. C'était dans une attaque vendredi contre un village du nord-est du Nigeria. Cette nouvelle attaque est survenue quelques jours après que le président nigérian Muhammadu Buhari eut affirmé que la guerre contre Boko Haram avait techniquement été gagnée. Muhammadu Buhari, qui a pris ses fonctions en mai, a promis d'écraser l'insurrection de Boko Haram. Cette nouvelle attaque intervient à moins d'une semaine de la date limite du 31 décembre fixée par Buhari pour venir à bout du groupe djihadiste. Depuis 2009, Boko Haram a fait 17 000 morts dans le nord-est du Nigeria. Au Kenya, 2 policiers ont été tués, 2 autres blessés dans une embuscade ce dimanche. L'attaque survenue dans le nord-est du pays a été commise par des hommes armés selon la Croix-Rouge. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. L'embuscade s'est produite dans la même zone que celle survenue lundi dernier à Elwak, où des membres des Chebab ont ouvert le feu sur un bus tuant 2 personnes. La police a déclaré samedi qu'un homme soupçonné d'être un combattant Chebab avait été tué à proximité en tentant de poser une bombe artisanale au bord d'une route. Le Kenya est l'une des cibles privilégiées des Chebab somaliens depuis octobre 2011.
Le chef de l'organisation d'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi menace Israël et l'Arabie saoudite. Il l'a fait savoir dans un enregistrement audio publié en ligne samedi. Cet enregistrement a été partagé sur les réseaux sociaux, Twitter et Telegraph selon le site américain de surveillance des réseaux djihadistes CIT. L'authenticité n'a toujours pas été confirmée, mais tout porte à croire qu'il a été réalisé entre le 15 et le 25 décembre. Cette sortie d'al-Baghdadi, le premier en 7 mois, survient au moment où l'État islamique subit des revers militaires en Syrie et en Irak. Dans le document sonore de 24 minutes, Baghdadi critique la vaste coalition des 34 pays dont la création a été annoncée par l'Arabie saoudite pour combattre le terrorisme. Le président iranien Hassan Rouhani a exhorté dimanche les musulmans à améliorer l'image de leur religion. Selon Rouhani, l'image de l'islam est ternie par la violence de groupes extrémistes comme l'État islamique sunnite. C'était lors d'une conférence sur l'unité islamique à Téhéran. Pour le président iranien, les principes de l'islam allaient à l'encontre de la violence et de l'extrémisme de groupes tels que Daesh. Dans son discours retransmis à la télévision publique, Hassan Rouhani a également critiqué le silence des pays musulmans face aux massacres et aux bains de sang en Syrie, en Irak et au Yémen. C'est le secrétaire général du Front de Salut Public, Mounsereo Malik Noël Sek, au micro de Amadou Sabarba et Léa Niafouna. Monsieur Sek revient sur les sujets phares de l'actualité sénégalaise, à savoir l'affaire Lamine Diack, le financement des partis politiques en 2012 et l'arrestation du député Omar Sarr. Je trouve qu'on en fait beaucoup autour de cette affaire-là. Je crois que ça aurait dû se limiter à Lamine Diack lui-même et le fait qu'il ait touché de l'argent qu'il ne devait pas toucher. Maintenant, il y a une récupération politicienne de cette affaire que l'on peut comprendre de l'opposition pour dire voilà, tel a touché de l'argent, il a financé telle personne, tel groupe. Mais moi je me dis, est-ce que à ce moment-là, ces gens-là savaient que cet argent-là était de l'argent sale. Ce qui est mis en cause, c'est pas le fait que Lamine Diack ait donné de l'argent à Y'en a marre ou à tel homme politique de l'opposition à l'époque. C'est le fait que lui-même ait utilisé, ait été corrompu et utilisé de l'argent qu'il ne devait pas utiliser. Parce que si jamais, comme il avait dit, c'était pour combattre un régime qui était corrompu, où il y avait du népotisme, qui voulait faire une dévolution monarchique du pouvoir. Je rappelle que lui aussi a fermé les yeux sur des cas de dopage. Ça, c'est de la corruption, et que son fils a été nommé pour gérer le marketing de l'IAF, et ça aussi c'est du népotisme. Donc on ne peut pas on ne peut pas combattre le népotisme par le népotisme et la corruption par la corruption. Moi, c'est ça que j'en retiens. Et c'est quelque chose quand même de dommage, parce que ça donne une mauvaise image pour le Sénégal, et ça, nous le déplorons. Mais vous aussi, vous étiez de l'opposition en 2012, et il a parlé d'une manière générale de l'opposition en 2012. Oui, moi j'étais de l'opposition, mais je n'ai jamais eu de contact avec Lamine Diack. Mais si jamais j'avais été en contact avec lui et qu'il nous avait par exemple financé, aujourd'hui j'aurais été à l'aise dans ma position en disant mais je n'aurais pas su, je ne savais pas qu'il avait de l'argent sale. Mais nous n'avons jamais été en contact avec lui. Moi je ne l'ai jamais rencontré et je n'ai jamais touché de son argent, donc la question ne se pose pas. Non, mais il n'y a pas de démocratie au Sénégal. Nous avons un pouvoir qui est quasi mystique, qui est quasi féodal, un président qui est intouchable avec l'article 80 du Code pénal. Donc je ne vois pas en quoi le Sénégal est une démocratie. C'est parce qu'on a des cartes d'électeurs et que l'on vote que nous sommes forcément démocrates. Les gens qui agissent, la démocratie aujourd'hui, c'est la séparation des pouvoirs. Or, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui donne la liste. Je vous rappelle quand la première législature de l'Assemblée, Mbaye Ndiaye, ministre de l'Intérieur, avait été envoyé à l'Assemblée pour donner la liste du bureau. Voilà comment doit être conçu le bureau de l'Assemblée nationale. Donc l'exécutif intervient dans la justice, l'exécutif intervient
au niveau du législatif, donc ce n'est pas une république, donc il n'y a pas de démocratie. Tout ça, c'est un peu une mascarade pour nous faire croire que nous sommes un pays démocrate, mais aujourd'hui vous dites du mal du président de la République, vous vous êtes posé dans le cadre légal des choses, vous vous retrouvez en prison, vous avez Toussaint Manga qui se retrouve en prison depuis plus de 10 mois, c'est complètement illégal. Oumar Sarr, je ne sais pas si son immunité parlementaire avait été levée, et si jamais c'est à vie ou pas. Est-ce que le fait qu'on l'emprisonne soit légal ou pas, je n'en suis pas sûr. Mais si jamais son immunité parlementaire a été levée, peut-être qu'on peut l'arrêter, mais moi je pense qu'on doit libérer tous les prisonniers politiques. Vous ne pouvez pas mettre en prison Karim Wade alors que vous ne pouvez pas justifier l'origine de votre fortune. Si, absolument, il faudrait voter une loi qui permette aux partis politiques qui existent de pouvoir fonctionner. C'est ça qui éviterait justement les dérives qui ont amené en fait certains partis à toucher de l'argent russe, et aussi on voit des partis politiques qui vont émarger au niveau de la présidence de la République. Donc ça, c'est de l'achat de conscience, ça c'est de la corruption. Lorsqu'on vous convoque au palais et qu'on vous donne 1 million ou 30 millions, parce que vous êtes dans la coalition qui soutient le président, mais ça veut dire que la présidence corrompt directement des chefs de partis politiques et des partis politiques. C'est pour ça qu'il faut une loi pour éviter cela. Oui, sénégalaise, je pense qu'elle est dans son rôle de veille et d'alerte. Mais moi, je crois que ces limites se posent au niveau peut-être de sa neutralité. Lorsqu'un pays est exsangue, lorsqu'un pays est à terre, lorsqu'un pays n'a pas en fait une indépendance qui soit réelle, lorsqu'un pays est une fausse démocratie, est-ce qu'on doit être observateur de cette supercherie, ou bien on doit choisir son camp et se battre afin d'avoir une souveraineté nationale qui soit réelle, d'avoir des présidents, des autorités qui prennent des décisions dans l'intérêt exclusif des Sénégalais. C'est ça le problème. Si jamais nous étions une démocratie à l'européenne, une démocratie aboutie, d'accord, on peut se permettre d'être neutre, mais aujourd'hui, nos dirigeants rendent des comptes à l'Élysée et à Matignon. Les candidats à l'élection présidentielle sont auditionnés par le Quai d'Orsay jusqu'à aujourd'hui. Ils passent tous à l'ambassade de France pour expliquer c'est quoi leur programme, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont toucher aux intérêts des Français ou pas. Donc ils passent une audition au niveau du Quai d'Orsay. Quand ça existe, tu ne peux pas être là à dire je vais être neutre, à observer. Non, il faut s'engager et faire en sorte de se battre pour une unité nationale, société civile, politiciens, citoyens. Nous devons tous être unis autour d'une même cause, c'est l'indépendance totale du Sénégal et de l'Afrique. C'est le seul moyen pour nous développer. La fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.